éléments de l'alias qui me concernait au service des recherches du Commissariat national à la guerre, je retrouve le dernier en date qui est de septembre 1942. Était un mot de Lord Macmillan, recherchant de mes nouvelles à travers les interventions des amis de mon père de l'autre-guerre, que nous appelions l'oncle Arthur. C'est un avocat qui était très réputé, il est décédé depuis. L'oncle Arthur, d'Eon Hill, et qui a toujours, pendant toute la durée de la guerre, servi de liaison, de lien entre moi et ma famille. Mais tout cela prenait du temps. Moi, je lui écrivais à Boston, mon père aussi, par tous les moyens, à chaque fois qu'il avait l'occasion de franchir la ligne de démarcation. Il passait son temps à m'envoyer des lettres dans toutes les directions. Bien peu sont parvenus. J'en ai peut-être reçu 8 ou 10 en tout et pour tout, n'est-ce pas? Et avec quelques photos d'ailleurs. Une photo d'une pêche miraculeuse, un grand plat rempli de grosses crevettes, un bouquet magnifique, mais enfin, ça me donnait bien envie. J'étais aussi dans le sable à ce moment-là quand j'ai reçu, mais c'était le sable de Libye, il n'y a pas de crevettes dedans. Non. Et dans ce lien, je crois l'avoir dit, se faisait par l'intermédiaire du Portugal et le séminaire Los Olivares. Et les bons pères se débrouillaient pour faire parvenir les lettres dans les deux sens. J'ai aussi, une fois ou deux, aussi reçu un message Croix-Rouge. Et alors là, ça a été une espèce de record. J'étais de passage au Caire en mission pour faire réparer un véhicule et percevoir la solde de toute la première division française libre, les sacs de fonds qu'on m'a confiés pour que j'aille les remettre aux payeurs de la première DFL. Et en passant, alors que j'étais là, en passant à l'état-major, où était autrefois le PC du général de l'Armina, on me dit, tiens, il y a un message pour vous de la Croix-Rouge qui vient de nous être transmis. Et j'ai répondu, il me dit, vous pouvez répondre tout de suite. Alors, non seulement j'ai répondu à ce message qui venait de mon beau-frère, Kefelec, mais à Toulon, mais j'ai reçu la réponse. Il y a donc eu 3 messages qui se sont succédés très rapidement, et c'était des messages qui passaient par le Vatican. J'ai encore dans mes archives cet échange de messages avec le tampon du Vatican. C'est un souvenir qui témoigne de la manière dont éventuellement nous pouvions avoir des nouvelles. Enfin, comme je l'ai dit, c'est arrivé 12 ou 13 fois peut-être pendant ces 5 années, et les nouvelles avaient de 8 à 12 mois de retard, c'est pas ce qui fait que ce n'était plus des nouvelles, c'était du passé. Alors, ce fait est lié à ce que j'ai dit déjà tout à l'heure sur la manière dont étaient constitués les groupes que nous pouvions rencontrer, qui étaient soit des autochtones, soit des gens de métropole, mais confinés eux aussi dans leurs séjours coloniaux depuis plusieurs années, puisque à partir de la déclaration de guerre, le shipping était réservé au transport soit des militaires, soit des marchandises, et par conséquent les tours de retour et les rotations en France étaient retardées, n'est-ce pas? Il n'y en avait plus. Et à partir du marché, à partir de 1940, en ce qui concernait l'Afrique française libre, ou en ce qui concernait l'Égypte, le canal de Suez, la compagnie du canal de Suez, le Levant, il n'y avait plus d'aller et venue. Alors ce sont des gens qui, déjà séparés, étaient peut-être arrivés en bout de séjour, le 50 séjours en AIF par exemple, lorsque nous sommes arrivés, enfin lorsque la guerre a été déclarée, et qui donc étaient privés de la France depuis plusieurs années. Alors il y avait ces gens-là, il y avait des gens du pays, les autochtones, et puis cette absence de nouvelles. Alors, et cette absence de nouvelles existait aussi entre nous.
Il était difficile de communiquer entre nous. D'abord, premièrement, il fallait avoir du papier. Et c'était pas évident d'avoir du papier, d'avoir de quoi écrire et des enveloppes. Bon. D'autre part, c'est vrai, il y avait un peu le train-train des jours. Et à quoi bon? Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça n'arrivera pas? N'est-ce pas? Est-ce que ça pourra attirer des ennuis à la famille ou est-ce que ça passera tout simplement? Et puis, donc même entre nous, je vois, j'ai ici là, dans ma liasse une lettre écrite par Bernard Hébert, le frère de Jacques, et que l'on a déjà vu Bernard sur la photographie tout à l'heure lorsque nous étions à Brazzaville. Eh bien, il est à l'Argeau, il m'écrit, le thème de l'Argeau est du 28 avril 1942, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une lettre qui me parviendra après des tours en Syrie et ailleurs, qui me parviendra pratiquement à la fin de la campagne de Tunisie, lorsque nous terminons, c'est-à-dire en 1943. Alors, où est-il à ce moment-là? Que lui répondre? On ne sait plus, n'est-ce pas? Et c'est une lettre intéressante, il faudra que j'en envoie la copie là, à ses enfants, parce qu'elle décrit le paysage qu'il voit, et elle est très bien. C'est une très bonne lettre. C'est une très bonne lettre. Et Bernard était un très bon ami, là, un petit frère, parce qu'il était plus jeune que moi. Et donc il y avait ces difficultés de correspondance. Alors qu'est-ce qui va se passer compte tenu des différentes catégories qui composent l'ensemble de la France libre, n'est-ce pas? Et de gens qui sont des pays, ça ne se passera pas la même chose pour ceux qui sont sur les bords du canal et qui étaient déjà dans leur milieu. Ça ne passera pas la même chose pour les gens qui seront restés en Angleterre, qui vont rester en Angleterre et qui vont rester sur le continent. Ça va être des jours qui vont s'ajouter aux autres jours, mais il n'y a pas cette coupure, et puis cette coupure un peu brutale que nous avons connue et qu'ont connue tous ceux qui vont passer plusieurs semaines en mer pour atterrir vers des pays nouveaux, n'est-ce pas, avoir des visages nouveaux, rencontrer des gens nouveaux. Alors il va se passer la chose suivante, c'est que ben, les militaires vont continuer leur métier militaire, ils ne pensaient qu'à leur métier militaire. Et puis ceux qui, comme nous, ont reçu une instruction pour devenir officiers, donc pour commander d'autres hommes, et qui seront un peu isolés dans leur section de tirailleurs, parce qu'il y aura tout juste un sous-officier adjoint qui sera européen, qui sera métropolitain, n'est-ce pas, un sous-off de la coloniale, qui connaît le langage et qui a des habitudes, mais qui a des habitudes de la coloniale. Alors que nous sommes ce que les gens du Vietnam appelleront, quand ils verront arriver les gens du général Leclerc, les Français nouveaux, n'est-ce pas, ceux qui ont fait leur révolution. Parce que c'est ça ce que nous sommes. Nous sommes des Français nouveaux. C'est plus l'ancienne République, c'est autre chose. C'est le souffle nouveau. Alors, cela a été moins perçu en Afrique équatoriale parce que d'abord, à l'époque, le transistor, ça n'existait pas. On n'avait pas de nouvelles, encore moins de télévision. Bon. Et ce que nous avons fait à Radio Brazzaville pendant les mois de présence, je crois avoir commencé à dire que Brazzaville, c'était en définitive le lieu où je suis resté le plus longtemps. Je dis du 15 janvier, je crois, ça je suis sûr, du 15 janvier, mais je crois l'avoir dit déjà, oui, 41 jusqu'au 25 août 41. Là, je suis parti en remontant le Congo, puis vers comment dirais-je, vers l'Ubangui, n'est-ce pas? Et puis, après ça, nous avons, après un petit tour, au nord, en direction du Tchad, je suis reparti, mon bataillon auquel j'appartenais a été dirigé vers la Syrie. Alors, nous avons descendu le Bangui, et puis on a repris le Congo, et en arrivant tout à fait dans le nord de la partie la plus nord de la boucle du Congo, du
fleuve, n'est-ce pas, le Congo. On prend c'est un petit affluent, l'Itimberi, je crois que c'est son nom, l'Itimberi. Et puis, tout d'un coup, à la source, enfin la partie où s'arrête la navigation sur l'Itimberi, nous avons trouvé là un chemin de fer, n'est-ce pas? On se demande d'où il sort, il y a un chemin de fer. Et pendant 3 jours, me semble-t-il, nous avons circulé à bord de ce chemin de fer, qu'on rattrapait à la courbe suivante si on avait envie de marcher à pied, qui chauffait au bois. Il fallait ça longtemps s'arrêter pour que les tirailleurs ramassent du bois et remplissent le tender de bois. Et puis nous sommes arrivés à la frontière du Soudan anglo-égyptien. Là, nous avons trouvé des camions, et en 1 jour et demi, nous sommes arrivés à Juba. À Juba, avec des lions. Là. Il y a une photo de lion ici, là, qui a été prise par mes enfants, presque dans le secteur, d'ailleurs, il y a 2 ans. Et me regardent, et bien là, les lions venaient passer dans le camp le soir. Alors, on avait monté une grande chasse aux lions avec les spécialistes d'AEF, des chasseurs de lions, n'est-ce pas? Enfin, supposait-elle et se déclarant-elle. Enfin, ça n'a rien donné, on n'a pas réussi à trouver des lions. On les a vus, c'est sûr, on les a entendus la nuit, mais par contre, un soir en remontant au camp, entre Juba et le camp où nous nous trouvions, surplombé là sur le plateau, trouver la route barrée par une énorme masse, n'est-ce pas, qui barrait toute la route. C'était le nom va m'échapper, Un python. Un python, un énorme python, n'est-ce pas, qui repue sans doute parce qu'il avait avalé, dormait, affalé. Ben, c'est assez surprenant, n'est-ce pas, quand on voit d'abord comme un morceau de bois qui barre la route, et puis avec la torche, on fait les 7 mètres de long, enfin, c'est l'impression que j'ai, 7 mètres. Et bon, bah, on l'enjambe et puis on continue son chemin, n'est-ce pas? Nous voilà donc à Juba et nous reprendrons la navigation pour remonter vers Khartoum. Mais auparavant, il faut bien se rendre compte de l'ambiance dans laquelle nous vivons. Pendant la période camion, la période chemin de fer, ou même pendant la période sur le Congo, la rivière Congo, sur je crois que c'est le Faidherbe, le bateau à roues à bord duquel nous étions tout de même un peu séparés de nos tirailleurs. Qui étaient sur des chalands, n'est-ce pas, répartis sur des chalands, amarrés de part et d'autre, et devant et derrière le bateau central, qui était à la fois un pousseur et un tireur, n'est-ce pas, mais tout cela formait une seule masse. Alors nous étions un petit peu séparés. À terre, c'était différent. Donc nous nous retrouvions davantage en européen. Alors en européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelques officiers qui sont en fait des administrateurs ou des gens qui avaient leur activité professionnelle en AEF. Et puis alors, les bonshommes, c'est quoi? Eh bien, dans le langage commun, regarde, ils sont tous appelés des tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas plus sénégalais que vous et moi, encore qu'il ne faut jamais oublier que Dakar a une ancienneté française bien antérieure à celle de Nice, n'est-ce pas? Il y a plus de 300 ans que la France s'est allée à Dakar, au Sénégal, et Nice, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, bien, enfin bref. Donc, ces tirailleurs qui constituent le bataillon de marche numéro 7 ne sont pas non plus ni des Sahara, ni des Algérailles, ne sont pas des gens du Nord, ce sont des gens de la région de Bangui. Des Toubous? Oui, ce sont des Toubous. Et qui parlent évidemment leur langue. Par exemple, on a parlé l'autre jour là, de Kéké, n'est-ce pas, parce qu'il s'appelle Dubois et que Kéké veut dire bois. Et par exemple, si on veut faire un billet, un écrit,
c'est un béti, n'est-ce pas? Et alors le crayon pour écrire, ou le stylo, ou n'importe quoi, c'est le bois pour écrire, c'est le kéké timbéti, n'est-ce pas? Bon, alors il faut apprendre tout un rudiment de ce langage. Et puis faire connaître au début, bon, au début, eh bien, on a les histoires anciennes, donc il n'y a pas de punition et les coups de chicotte. Alors ça nous... En tout cas, personnellement, ça me pose question. Ça me pose question, et alors, je me vois bombardé d'un seul coup à la tête au camp du Kasaï, à la tête d'une section de tirailleurs. Donc, il y avait trois pelotons, n'est-ce pas, trois groupes de combat. L'un est commandé par un sous-officier ancien, noir bien sûr, de la même race que les autres. Le deuxième était commandé aussi par un sous-officier noir, mais moins ancien, plus jeune, et plus un des futurs nouveaux, comment dirais-je, c'est l'Afrique centrale, là, c'est un des futurs Dirigeants. Pas dirigeants, c'est beaucoup dire, enfin, les gens qui voudront leur indépendance, n'est-ce pas? Ouais. C'est certainement, c'était écrit dans sa démarche et dans sa philosophie. Et puis il y en avait un autre qui était commandé par un caporal-chef. Là, je revois leur visage. Et ce caporal-chef était ancien, il avait au moins, je ne sais pas, près de 12 ans de service. Il avait presque les 15 ans, n'est-ce pas, qui lui donnaient le droit d'aller au village de 15 ans pour avoir une case, n'est-ce pas? C'est pour ça que le village en question s'appelait 15 ans, c'est parce que c'était les tirailleurs qui, après leurs 15 années, n'est-ce pas, allaient s'y installer, si je puis dire, fortune faite, avec leurs quelques pécules qu'on leur donnait au moment de leur départ, en retraite. Enfin, une expérience tout à fait particulière. Un matin à l'exercice, vous savez que la matinée commence par une séance d'éducation physique, l'EP. Alors quand on fait l'EP, eh bien, tout le monde est un petit garçon, n'est-ce pas? Et il est certain que je suis à peine arrivé. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Eh bien, j'ai une trentaine, enfin près d'une quarantaine de noirs, n'est-ce pas, qui se ressemblent tous. Enfin, en tout cas, je crois qu'ils se ressemblent tous. Je n'ai pas encore réussi à les distinguer les uns des autres. Et il y a à peine 48 heures que j'ai pris le commande de la section, avec pratiquement en enlevant son commandement au sergent-chef ancien qui l'a commandé avant que je n'arrive, n'est-ce pas? Donc de ce côté-là, il y a un petit flottement. Et puis on fait l'exercice, et à un moment donné, il y a le rassemblement, et puis ce rassemblement se fait trop lentement à mon gré. C'était vrai, il n'y avait qu'à voir, ça traînait, n'est-ce pas? Et alors, comme je l'avais vu faire, j'allonge le pied sur un derrière, n'est-ce pas, pour presser le mouvement. Et alors, un silence et une espèce de murmure partout pendant que les gens se mettent en rang. Alors cette fois d'une manière active, n'est-ce pas, et etc. Et mon sous-officier me dit, vous savez où atterrit votre pied? Je dis non. Il me dit, ben, c'est le sergent Intel, n'est-ce pas? Justement, celui qui commandait le deuxième groupe. Bon, alors je lui ai dit, écoutez, vous allez, une fois que tout le monde sera bien rassemblé, vous les mettez au garde-boue, et puis vous allez traduire ce que je vais dire. Alors, mon premier laïus à une troupe africaine s'est passé de la manière suivante. Je leur ai dit, voilà, il est certain que votre mouvement se faisait très mal, très lentement, et que ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut que ça se fasse. Il se trouve que pour marquer mon mécontentement et vous faire activer le pas,
mon pied a rencontré le postérieur du sergent Intel. Vous n'avez pas de galons sur les épaules qui sont nus, n'est-ce pas? J'en veux pas particulièrement au sergent Intel. Et par conséquent, c'est en fait à l'ensemble du mouvement que j'en veux. Alors voilà, nous allons passer à un contrat. Et il n'y aura plus jamais de punition corporelle dans ma section. Plus jamais. Mais alors, faites un effort et travaillez, instruisez-vous pour que les mouvements... maintenant, ce n'est que l'éducation physique, mais ce que j'ai à vous apprendre, c'est à vous battre et à gagner. Alors, c'est un contrat que nous passons. Repos et retour au quartier. Alors voilà, c'est un peu, enfin ce ne sont pas les termes exacts, mais c'est l'esprit. Maintenant, je serai moins affirmatif sur les mots, mais enfin c'était ça l'essentiel. Et j'ai eu ma récompense. J'ai eu ma récompense. Parce que les choses se sont passées comme ça, par la suite. Et quand il y a eu un mouvement insurrectionnel un peu au Levant, et que ça a gagné un peu notre bataillon, parce que parce qu'il y avait des plus anciens qui étaient partis depuis plus longtemps et donc ils voulaient rentrer chez eux, dans leur famille. D'habitude, les familles suivent, n'est-ce pas, ou sont pas loin. Et là, il n'était pas question d'emmener les familles. Donc, ils commençaient à trouver le temps bien long. Et bah, nous aussi, mais enfin, nous n'avons pas les mêmes raisons. Et alors, dans les autres compagnies du bataillon, là, dans les chambrées, ça n'allait pas tout seul. Là, les coupe-coupe étaient sortis, ils pouvaient s'emparer de fusils, enfin ça, ils n'ont pas pu. Ben, ça n'a pas été... là. Et quand on a sonné le rassemblement, le rapport pour aller à la soupe à 11 h, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a eu qu'une section qui est venue avec sa gamelle, son truc, la gamelle et le quart, n'est-ce pas? Pour aller à la soupe, c'était la mienne. Voilà, alors ils m'ont suivi à peu près partout. Je leur ai fait faire des exercices sous les tirs réels, sans problème. Et voilà, quel était mon premier contact avec des gens dont j'allais être responsable. Mais à cette époque-là, ils ont été renvoyés, une partie a été renvoyée, je crois. Non, enfin oui, il y a un bataillon qui a été renvoyé en AIF et puis qui est reparti après avec la colonne Leclerc. Enfin, un certain nombre de ces éléments. Oui. Sauf ceux qui s'étaient révélés trop insupportables. Bien, ces braves gens, évidemment, étaient complètement dépaysés au Levant. Pas quand, je me souviens, là, quand nous avons fait mouvement, à un moment donné, pour aller en direction d'Alep, le nom du patelin m'échappe. Nous étions encore en short, on n'avait pas touché de tenue d'hiver, et il y avait de la neige, n'est-ce pas? Alors de la neige, c'est pas évident du côté de Bangui. Donc il y avait un dépaysement tout à fait considérable. Et même lorsqu'après on nous a fait descendre à Beyrouth, jusque Beyrouth, enfin on est d'abord allé à Homs, puis après on était à Beyrouth, enfin on a beaucoup tourné là-bas. Les gens n'avaient pas le temps de se créer des habitudes, ils étaient un peu déboussolés. Et puis la transformation du bataillon aussi, il fallait le motoriser. Alors évidemment, sous prétexte que j'avais été premier mécanicien de char, conducteur de char, j'étais le spécialiste, n'est-ce pas? Alors le spécialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je continuais à avoir le commandement de ma section. Deuxièmement, que j'avais à faire l'école de conduite pour faire des chauffeurs. Troisièmement, que j'avais à aller percevoir le matériel à Beyrouth.
Alors en fait, je descendais en moto ou en side d'abord de Hama, et puis ensuite de Homs, jusqu'à Beyrouth, la nuit, pour être à l'ouverture, parce qu'il y avait de la concurrence, n'est-ce pas, à l'ouverture des portes du dépôt de matériel à Beyrouth en premier rang, n'est-ce pas, donc l'ouverture des portes. Et alors là, j'ai essayé de persuader, un jour je remontais avec une ambulance, un autre jour avec un camion, je tâchais de mettre le matériel à l'intérieur du camion ou à l'intérieur de l'ambulance, un side, une moto, enfin, bref, tout ce que l'on pouvait arriver à des pièces de rechange. Et puis dans la journée, on remontait. Le jour où j'ai réussi à percevoir un 5 tonnes Citroën, c'était formidable, n'est-ce pas, parce que ça s'appelait. Mais qu'est-ce qui conduisait? C'était moi. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai pratiquement perdu le sommeil. Je ne dormais plus assez. Chaque fois que je m'asseyais derrière un volant, ben, je m'endormais. Il m'est arrivé de dormir en moto. C'est pas l'endroit rêvé. Hein. Et alors, non, c'est pas recommandé. Et alors, pour aller plus vite, là, j'avais démonté le side. J'avais touché un sidecar, René Gillette, n'est-ce pas? Et donc, j'avais démonté le panier. Mais en oubliant que je m'en suis rendu compte un peu plus loin, elle n'allait pas revenir, parce que n'importe comment, il fallait que je le fasse. J'étais moins vite. J'avais démonté le panier. Alors la moto est déséquilibrée parce qu'elle elle est, comment dirais-je, équilibrée pour avoir le contrepoids et le contrefort du side, du panier. Et ça, c'est cause, dans le premier virage, c'est à cause des surprises. Alors comme pour aller de Homs à Beyrouth, et il faut passer par la montagne, c'est pas évident. Il ne faut pas prendre la route du crack des chevaliers, hein, ni celle du précipice. Bon, enfin, ce sont des petites histoires qui s'oublieraient vite, parce qu'il n'y a rien de particulier à en dire, si ce n'est que on était à ce moment-là totalement absorbé par l'état militaire. Alors, le Levant, pour moi, ça a été une période de 5 mois, 6 mois. Donc 8 mois, pas tout à fait 8 mois, 7 mois et demi à Brazzaville. Après ça, j'ai passé pratiquement au Levant, entre la Syrie, le Liban, à peu près 5 mois. Oui, pas tout à fait. Et puis après, c'est au Maroc où nous resterons un peu plus longtemps. Pas en ce qui me concerne, de septembre, des premiers jours de septembre, jusqu'au 9 avril 44, septembre 43, 44. Mais il y a eu le Caire quand même, entre-temps. Alors, ben non, Non. on ne peut pas dire que ce soit un séjour, n'est-ce pas? Nous sommes passés à différentes reprises, nous sommes restés, mais on ne peut pas parler vraiment de séjour au Caire, en Égypte. Enfin, en Égypte, si, mais pas en ville, n'est-ce pas? Par conséquent, le départ, le départ de Brazzaville, en ce qui me concerne, et pour la très grande majorité d'entre nous, sinon la quasi-totalité d'entre nous, marquait une rupture entre, dans les préoccupations. Là, on va être conduit non plus à se préparer à remplir le rôle d'officier, mais à le faire, n'est-ce pas, et à agir en conséquence. Alors, d'autre part, le groupe que nous constituons au départ, tout cela est dissous et réparti un peu partout à travers l'Afrique, qui est un vaste continent. Pour les difficultés de communication sont ce que je vous ai déjà dit. Par conséquent, maintenir une action, c'est plus possible. Il faut, on devient ce qu'on est, c'est-à-dire donc un responsable militaire qui doit faire son travail et accomplir sa mission, former des hommes, se préparer lui-même à affronter le combat. Donc, ce n'est
en arrivant dans la région du sud tunisien, dans la région des Matmata, et que la rencontre de la colonne que nous formerons, parce que je quitterai le bataillon de marche, c'est toute une histoire à raconter peut-être en ces détails, mais disons simplement que un jour est arrivé le chef d'escadron de Kersozon à Beyrouth pour essayer de récupérer des officiers pour encadrer les spahis qui constituaient à ce moment-là deux groupes de reconnaissance, le GR1 et le GR2, l'un étant destiné à être attaché à la première brigade et l'autre à la deuxième brigade de la division française libre, n'est-ce pas, qui à l'époque, c'est-à-dire en fin 41, quand on a constitué en Syrie et au Levant, comprenait 4 brigades. C'est ça. La première commandée par Koenig, la deuxième était commandée par Cazot, la troisième était commandée, si mes souvenirs sont bons, par... eh ben non, ils vont pas être bons. Parent Hein? Parent Non. Non. Non, Parent est mort déjà. Bon, ben, il y a un trou. La quatrième par... alors, le bataillon auquel j'appartenais et faisait partie de cette quatrième brigade. Alors, il m'était arrivé une aventure, alors que j'étais dans un petit poste à garder des munitions, et quelque part entre Ambar et Alep, il était passé par là un des officiers qui avait constitué, qui est originaire du Finistère d'ailleurs, mais qui avait camouflé son identité, tant civil que militaire. Il voulait se battre et par conséquent, il avait déclaré qu'il était chef de bataillon de tirailleurs, n'est-ce pas? Mais tirailleurs, donc, avec képi bleu d'Afrique du Nord. Hein. Et en fait, il avait bien été chef de bataillon de tirailleurs, mais il avait passé le concours de l'intendance, il était devenu intendant, mais comme il n'avait pas du tout envie d'être pincé, car il n'y avait pas beaucoup d'intendants à l'époque de la France libre, d'être repris sur ce vocable-là. Et donc c'est dans sa qualité de chef de bataillon de passage, d'ailleurs, à Brazzaville, qu'il s'était trouvé à faire partie du jury d'examen, n'est-ce pas? Et il m'avait vraisemblablement repéré, su que j'étais étudiant en droit, connaissait ma famille. Bref, j'ai la surprise de le voir s'arrêter à Hama, près d'un terrain d'aviation qui était transformé en dépôt de munitions, de voir une voiture, une Talbot, pas une Hotchkiss, c'était une Talbot, une voiture longue là, qui s'est arrêtée dans mon petit coin reculé, et en descendre, eh bien, des Moulins du Bel, puisque tel était le nom d'emprunt qu'il avait pris, et qui m'explique ses malheurs. On s'était bien rendu compte qu'on avait retrouvé sa trace comme intendant, et comme on ne pouvait pas avoir confiance dans les gens qui restaient au Levant, et il y en avait très peu de l'intendance, eh bien il avait été bombardé, directeur général de l'intendance au Levant. Et là, entouré de gens sur lesquels il ne pouvait pas compter, il était en train de faire le tour des unités qu'il avait connues. D'abord, premièrement, parce qu'il voulait essayer de partir comme intendant de la première DFL, c'est-à-dire remplacer l'intendant Bouton, hein, et ne pas rester dans un poste à terre, si je puis m'exprimer ainsi. Et il voulait donc se constituer une équipe. Et ça, il s'est arrêté quand il a su, il était passé à main, il avait su que j'étais là. Il est venu me voir et il m'a dit bon, ben, voilà, vous n'allez pas rester dans ce bataillon de cracra. Et j'ai dit non, sûrement pas. Bon, ben, je vous offre, j'ai dit non, mais j'ai déjà pris des langues avec Agenais et le bataillon Babolo doit m'emmener au passage, n'est-ce pas? Puisque c'était au début
du mois, enfin non, à la mi-décembre 1941, et c'est le 24-25 décembre que la première brigade a fait mouvement sur l'Égypte. Et donc, voilà, je ne vous le cache pas, je dois monter dans un camion de la Légion au passage, pas au passage à Hama. Seulement, j'espère qu'on m'aura relevé d'ici avant, parce que je ne peux pas laisser ici mes tirailleurs, là, tout seul dans la nature, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est que 2 Européens avec eux, et ça ferait mauvais effet. Alors, il me dit, vous voulez pas venir avec moi? Je dis non, vous allez où? Il me dit, ben, j'essaye de partir avec la... Alors, je dis, si c'est pour partir avec la première DFL, c'est différent, je veux bien, n'est-ce pas? Mais pour partir avec la première DFL et pas pour aller dans un service. Bon, nous nous quittons là-dessus. Et puis, entre-temps, nous faisons mouvement, et quand nous sommes à Homs, alors que je remonte d'une de mes nuits de transport, là, sur de matériel, moi, je suis convoqué au PC du bataillon, devant le commandant Jaume, qui me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous avez fait des démarches à Beyrouth? Je dis, moi, des démarches? Non, oui, pour toucher du matériel, mais pas pour autre chose. Et là, il me dit, voilà, le télégramme, vous devez vous présenter en 48 heures à la direction de l'intendance au Levant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, alors quoi? Je le raconte, et texte actuellement, tel que je viens de le dire, l'entretien que j'ai eu avec des moulins du Bel, qui en fait s'appelle Olé. Bon, enfin, ça, il s'appelait décédé. O-L-E-Y. Quoi? O-L-E-Y. À chaud, vous avez le Ah oui, Olé. à chaud. Ah oui, d'accord. Comme le Olé qui est avec moi, là. Oui. Bon, c'est la même famille. Oui. Bon, et donc, ah bon, il me dit, si c'est comme ça, je vais rentrer. Ah, vous y allez ou vous y allez pas? J'y vais pas. Je vais absolument pas. Partir avec la première brigade, je suis d'accord. Aller dans un service, d'abord, pas question. Moi, je suis d'active, j'ai été nommé dans l'active. On ne peut pas me changer comme ça, de ne pas faire passer dans les services, c'est contraire à tous les règlements. Et il en convient. Et par conséquent, il me dit, bon, ben, faites votre coup. Je m'occupe de ça et je transmets votre réponse. Alors, ça fait toute une histoire. J'ai donc refusé d'exécuter l'ordre. Le chef de bataillon m'a soutenu. Et le colonel Ingold. Ingold? C'est Ingold? Non, c'est pas Ingold. Ah, pas un goal à ce moment-là. Un goal est de l'autre côté. Et le... Ah, voyons. Qui commandait le bataillon Brazzaville à l'arrivée de Darmina. Ah bon, son nom m'échappe encore. Bon, ben, c'est pas grave. Chef de la brigade, compte tenu de ce que me soutient également. Et le PC de l'état-major se fâche, et au bout d'à peu près 3 semaines, n'est-ce pas, les ordres reviennent avec, comment dirais-je, 15 pains pour le chef de bataillon, autant pour moi, pour avoir refusé d'exécuter les ordres, et donc l'obligation de me présenter Bessif à la direction de l'intendance. Seulement, on avait gagné du temps. Et je savais que le bataillon allait faire mouvement sur Beyrouth. Alors, où se trouvait le siège de l'intendance, la direction de l'intendance. Et ces circonstances ont fait que, bon, je suis allé me présenter à des moulins. Je dis, bah, vous avez fait de belles. Elle me dit oui, je suis désolé, mais voilà. Enfin, bref. Je trouve personne. Moi, j'ai besoin absolument de quelqu'un de confiance autour de moi. Il ne faut pas signer n'importe quoi. Il faut donc. Ben, vous serez mon adjoint. Hein. Et j'y vais moi, mais je suis un aspirant
d'infanterie métropolitaine, d'active. Je ne suis pas du tout dans l'intendance. Elle me dit oui, mais j'ai demandé le changement de catégorie. Bon, le changement de catégorie, je voudrais peut-être plus demander mon avis. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Ben oui, mais alors c'est ça, ça m'ennuie parce qu'en effet, puisque vous êtes d'active, vous ne pouvez être que officier d'administration. Alors les administratifs, les officiers d'administration sont ceux qui exécutent les ordres des intendants. Le corps qui commande, ce sont les intendants. Mais il n'y a pas de grade de sous-lieutenant dans l'intendance. On commence dans l'intendance qu'à 3 galons, n'est-ce pas? Alors il y a des attachés d'intendance, mais alors ça c'est la réserve. Je ne tiens pas du tout à changer de catégorie. Elle me dit oui, mais j'ai déjà fait les démarches. Oh, alors oui, évidemment, il le faisait avec l'autorité d'un directeur général de l'intendance au Levant. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Alors la seule chose que je veux bien faire, elle me dit, mais il faut me faire quelque chose, je ne peux pas perdre la face comme ça. Alors je dis, bon, la seule chose que je veux bien faire, je vais rester à mon bataillon. Hein. Seulement les heures de bureau de l'intendance ne correspondent pas avec les heures d'exercice. Alors quand j'aurai fini l'exercice à mon bataillon, alors je viendrai là à 10 heures. Hein, c'est l'heure où on fait une casse-croûte à la mode africaine, on ouvre la Dame Jeanne et la boîte de singe et on prend un casse-croûte. Bon, à 10 heures, puisque c'est l'heure de l'ouverture de vos bureaux, je viendrai à la direction de l'intendance, puis je verrai ce qu'il y aura à faire. Seulement, vous me promettez une chose, c'est qu'à la première occasion que j'aurai d'aller dans une unité combattante, mais en Libye, hein, vous m'aiderez. Elle me dit promis. Bon. Je dis bon, alors dans ces conditions, on va marcher comme ça. Mais je ne suis pas d'accord pour le reste. Mais enfin, les papiers étaient partis à Londres parce que tout ça, le père Catrousse en était mêlé. Car c'était en effet quelque chose d'inadmissible, de tout à fait irrégulier. Et on trouve d'ailleurs dans les notes et carnets publiés par Philippe de Gaulle des rappels à l'ordre du général de Gaulle au général Catroux pour disant, rappelant que les nominations, tout cela devait être fait à Londres et relever du commissariat à la guerre et pas du tout des commandants en chef sur le théâtre d'opération. Voilà. Ils confondent, le gouvernement, les ministères sont à Londres et donc les ordres viennent de Londres. Ils sont entérinés à Londres. Ah non, ils sont décidés. Les décisions sont prises à Londres par les autorités légalement dans l'organisation française et des armées, telles que les lois de la République, la Troisième République, puisqu'il s'agit de la Troisième République qu'il avait créée. Donc le général était très pointilleux là-dessus. Et une ou deux fois, il y a eu comme ça des coups de capson envoyés à Catroux, dont le chef d'état-major était le colonel Baps. Et j'ai commencé à dire, alors, c'était au fond très pratique ce système. Parce que, d'abord, quand on est supposé être dans deux endroits, on peut être dans un troisième, n'est-ce pas? Alors, pour aller de la caserne où se trouvait le bataillon et puis l'intendance sur le banc, ça me permettait d'abord d'utiliser une moto que j'avais trouvée qui était une moto de... Ah, ça commence par une Terreau. Une Terreau qui avait servi à l'adjudant qui avait été champion en 1939 aux exercices de voltige de moto, n'est-ce pas, qui a eu lieu. Donc c'était un engin assez rapide, qui était nerveux, très léger, et qui permettait vraiment de faire des choses intéressantes. Alors je prenais toujours la route côtière, n'est-ce pas, pour aller de l'un à l'autre. Je passais par la grotte aux pigeons, devant les bains militaires. Quelquefois je m'arrêtais pour prendre un bain, parce qu'il faisait chaud. Et c'est ainsi que, d'autre part, depuis Brazzaville, j'avais conservé des relations avec la famille d'Armina. Et
Et donc, lorsque nous sommes descendus à Beyrouth, eh bien, j'ai été convié à reprendre ces relations, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que j'ai été invité pour mon anniversaire, qui tombait cette année-là un dimanche, à déjeuner à la table familiale de l'Armina avec le chef d'escadron, Bob de Kersauzon, qui a raconté ses démêlés avec le général Catroux, parce qu'il voulait absolument récupérer Odo, le lieutenant Odo, qui à l'époque était porte-serviette de Catroux, était officier d'ordonnance de Catroux. D'ailleurs, il ne se plaisait guère dans cet office, mais enfin, c'était son job, et donc, quand j'ai expliqué mon cas à Kersauzon, il m'a dit, écoutez, moi j'ai assez de peine à récupérer les gens que je veux récupérer, je suis d'accord pour vous prendre, mais débrouillez-vous. Alors, si vous êtes le 10 mai, à 5 h de l'après-midi, sur la terrasse du Shepherd's au Caire, je vous embarquerai dans ma voiture, le lendemain matin, nous démarrons à 5 h pour rejoindre le GR1. Il y a de la place pour vous au GR1, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse la mécanique. Seulement, il y a un problème. Comment est-ce que quelqu'un qui est passé dans les services peut avoir un commandement? Alors, je dis, j'en sais rien, mais ça, c'est l'affaire de mon démoulin, n'est-ce pas? Il faudra bien qu'il tienne sa parole. Alors, Kersauzon dit, bon, bah, enfin, le 10 mai, 5 h au Shepherd's, sur la terrasse du Shepherd's, à l'heure du whisky, me dit-il, et puis on appareillera le lendemain matin. Et bon, ben, mon ordonnance, il ira derrière dans, vous savez, ces voitures qu'on appelait autrefois en France des boulangères, n'est-ce pas, avec carcasses de bois, qui étaient les utility cars, n'est-ce pas, mais britanniques, donc avec des gros pneus, des pneus qui permettaient de circuler aisément. Alors, on voit ces voitures, c'est la même voiture qu'avait le général Koenig, on le voit sur les photographies dans son utility car, conduit par Miss Travers, voilà. Et donc voilà, nous quittons, c'est pour moi un bon anniversaire, parce que j'ai une chance d'en sortir, à condition le lundi matin de convaincre mon démoulin. Alors je le mets au pied du mur, je n'ai que 6 jours, n'est-ce pas, devant moi pour réussir le tour de passe-passe. Alors je dis, écoutez, il faut vous exécuter. Et il me dit, bon, ben, je vais prendre rendez-vous. Enfin, il finit par se décider. Il me dit, alors je lui dis, je vous accompagne. Et il avait rendez-vous avec le général Catroux, qui était le patron, pour lui expliquer les choses. Et à la porte du général Catroux, quand même, il ne m'a pas fait entrer dans le bureau. Je suis resté au Grand Sérail, là, dans le couloir, devant ces portes capitonnées qui menaient au bureau du général Catroux, et il est rentré tout seul. Mais à travers le capitonnage, j'ai quand même entendu les éclats de voix, et puis j'ai vu sortir un démoulin du Bel, un peu, les pommettes un peu rouges, et un peu... congestionné. Un peu penaud, il dit, bah, il faut aller voir. Alors, on est passé à la porte à côté, qui était la porte du bureau du colonel Babs, qui était donc le chef d'état-major. Maintenant, la réflexion, est-ce que c'était chef d'état-major ou est-ce que c'était chef de cabinet, enfin, directeur du cabinet, je sais pas, enfin, bref, son bureau jouxtait celui de Catroux, et alors, on rentre, et sans doute le colonel Babs lui revenait du bureau de Catroux en même temps. Ça siège, je vois encore la petite table là, à côté de la fenêtre, dans le coin, la porte pour aller chez Catroux à droite, et des moulins s'avancent, et moi, oui, bon, je regarde à vous, etc. S'adressant au directeur général de l'intendance au Levant, le colonel Babs lui fait une sortie. Hein, comment vous avez fait tout un raffut pour avoir des jeunes
à qui vous auriez confiance, etc. Maintenant, vous voulez que vous en séparez, c'est plus la peine de me demander quelqu'un. Enfin, bref, une engueulade de première. Et puis d'abord, c'est pas possible. Ah, pas possible. Alors, il dit, c'est pas possible. Alors, non, c'est pas possible. Comprenez, vous avez fait les démarches, les documents sont arrivés de Londres, n'est-ce pas? Et il est versé dans la réserve. Et par conséquent, il ne peut pas aller dans une unité combattante. Il est versé dans les services à la réserve. Vous avez, nous n'avons pas qualité pour changer ça, c'est pas possible. Alors, j'ai choisi ce moment pour me manifester. Et je dis, mon collègue, mais quel est le... Je ne comprends pas, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Le chef d'escadron, Kersozon, veut bien m'accueillir au GR1. Je suis volontaire pour aller servir au GR1. Le directeur général en est d'accord. Il me dit, mais vous ne pouvez pas avoir de... Les règlements s'opposent à ce que... Ah, ben j'ai dit, s'il ne tient qu'à cela, vous avez bien une feuille de papier blanc, et une plume, je donne ma démission. Hein? Et j'ai signé ma démission d'officier. Et je dis, bien, ça vous suffit maintenant, je suis en deuxième classe, n'est-ce pas, et je suis volontaire pour servir au pays. Alors ils se sont regardés tous les deux. Et Bab se dit alors, dans ces conditions. Je ne peux plus rien dire. Et puis voilà. Alors j'ai donc donné ma démission. Et Desmoulins-du-Bel a tenu sa promesse, en ce sens que les jours avaient passé. N'est-ce pas? Et même maintenant, comme ce qui intéressait Kersozon, c'était ma technicité de mécanicien, n'est-ce pas? Bon, étudiant en droit, enfin, bref, c'était mon auréole, si je puis dire. Il aurait bien besoin de moi quand même, n'est-ce pas, pour faire de la mécanique. Pour le reste, bah, advienne que pourra. Alors, on est sorti de chez Pabst en ayant eu tous très chaud, n'est-ce pas? Et lui, ne sachant trop que dire, et il m'a dit, bon, eh bien, demain, parce qu'il vous reste 2 jours, demain matin, vous prendrez la Talbot et on pourra vous conduire jusqu'au train en Palestine, parce que ça s'appelait la Palestine. Et puis là, vous me renverrez le chauffeur et vous avez un train à 5 heures de l'après-midi qui vous mènera le lendemain matin au Caire, donc vous serez à l'heure à votre rendez-vous. Voilà. Mais il me dit, il faut que ce soit parti demain matin de bonne heure. Alors au mess des officiers, je trouve un lieutenant d'artillerie, Benoît, fils d'un diplomate et qui voulait lui-même faire de la diplomatie, et qui cherchait un moyen pour aller rejoindre Champ-Rosé, à la 1re brigade, qui commandait l'artillerie de la 1re brigade de Koenig. Et alors je lui dis, ben moi j'ai une voiture demain, si vous voulez, si ça vous intéresse. J'ai une voiture. Voilà. Alors on peut aller jusque-là. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Et comme la voiture a bien marché, qu'on n'avait pas eu d'ennui, eh bien nous avons pu faire, avant le départ du train d'Haïfa, nous avons pu faire un tour, notre pèlerinage à Jérusalem. Ah. Et c'est là où, au Saint-Sépulcre, j'ai eu la plus envie de tuer quelqu'un. Et c'est un souvenir tout à fait... Vraiment, d'abord, premièrement, on passe la porte, petite, étroite, avec une grosse porte, épaisse. Et puis, avant la porte, on est assailli par... la façon on est habitué aux mendiants, aux gens qui dépenaillaient, etc. Et puis à l'intérieur, il y a toute une série de processions qui se déroulent en même temps. Finalement, nous arrivons à tombeau, et toujours assaillis et agrippés, je les aurais tués.
pas, parce que je voulais vraiment être tout à fait à mes dévotions. Et voilà, mon pèlerinage, j'en étais tout honteux, n'est-ce pas, de cet accès de colère. Mais enfin, nous avons pu avoir tous les deux un moment de recueillement, agenouillés à côté du tombeau du Christ. Et alors nous sommes repartis. La voiture nous a reconduits à Haïfa et nous avons pu prendre notre train, qui en effet nous a débarqué au Caire le lendemain matin. Bon, c'est long, je n'ai pas besoin de vous dire ce En piteux état. Ces genres de train. J'ai traîné mes savates et puis mon petit sac, puisque je n'avais pas... j'avais laissé ma cantine avec toutes les affaires dont je pensais ne pas avoir besoin, et que j'ai confié au chirurgien de l'hôpital dont j'avais fait la connaissance, et qui nous avait trouvé un logement avec, à un moment donné, nous avons logé ensemble. Il y avait Hébert, il y avait Touni, et puis on a été 4, qui était le 4e, ben Robert Gallet, dans un petit logement. Et alors j'ai laissé ma cantine chez eux, et finalement, quand ils ont été rapatriés en 1945, j'ai reçu une lettre me disant que quand ils étaient montés au grenier pour prendre ma cantine, et ben, il y avait les termites qui avaient tout bouffé. Et par conséquent, la seule chose qu'ils pouvaient m'envoyer, c'était ce qu'ils avaient mis dans leur secrétaire à l'étage, leur appartement, c'est quelques papiers, quelques photos. Donc, c'est tout ce qui me restait comme souvenir de cette période antérieure. Bon, mais alors ce voyage, il s'est fait avec les galons ou sans les galons? Ben, ce voyage s'est fait sans galons. Ce voyage s'est fait avec un short, nous étions au mois de mai, donc un short de l'officier shop, n'est-ce pas? Des chaussettes montantes et une paire de chaussures basses. Sur la chemise kaki de toile, enfin la chemise coloniale anglaise, j'avais un chandail anglais avec les ouvertures pour le passage des pattes d'épaule, mais pattes d'épaule qui étaient nues. Oui. Alors c'est ainsi, c'est dans cet appareil que je suis arrivé à la terrasse du Shepherd, où j'ai trouvé de Kersozo. Donc au fait à me dire, bon ben c'est bien, on partira demain matin, donc nous allons passer la soirée ensemble. Il dit, mais il faudra tout de même que vous vous équipiez un peu parce que vous n'avez rien de ce qu'il faut. Ben, je dis non, je suis comme ça, je suis tout nu. Et on me dit, bon, on s'arrêtera à la sortie du Caire, on s'arrêtera sur la route. Je me souviens plus du nom maintenant, je risque de dire une bêtise. Il y a un officier shop là qui est, à partir du moment où on franchit la ligne, on n'est plus à l'arrière, mais on est sur la 8e armée. Donc là, vous pourrez trouver ce qu'il faut pour vous équiper. Et si vous n'avez pas assez de moyens, bien. Alors j'ai quelques économies, donc je vais ouvrir un compte à la Barclays. Je suis allé ouvrir un compte à la Barclays et au Caire. Et donc, j'avais un carnet de chèques pour pouvoir éventuellement payer les choses. Oui, mais... J'arrivais à avoir 20 livres sur mon compte. Ah, c'est bien. C'était énorme à l'époque. Mais le problème, il n'a pas posé le problème des galons? Non, il était très content, en fait. Parce que ça lui posait problème que j'arrive au Spahis avec un galon de sous-lieutenant, alors que ceux qui avaient fait des pelotons éventuellement en moi, n'était toujours qu'aspirant. Ah. Et alors, donc, où me mettre? Oui. Pas question de me donner un peloton de combat. Oui. Donc, l'atelier a créé. Oui. L'atelier du GR1. Or, Dieu sait, à l'époque, on n'a pas touché de matériel. On avait que les vieux camions qui avaient réussi à sortir du devant, n'est-ce pas?
Et le matin, chaque matin, c'était la corrida, il fallait réussir à en mettre un en route, puis après on accrochait un autre, et puis un troisième, et comme ça, en tournant, on arrivait à les faire partir les uns après les autres. Bon, ben, il fallait créer un atelier, enfin un dépannage, et puis un atelier, puisqu'on devait être séparés les uns des autres, pour ce GR, le GR2 ayant pour commandant le Morel de Ville, pour commandant Carsozon, et pour commandant d'escadron, le capitaine Morel de Ville, tandis qu'au GR1, c'était Jourdier, qui était chef d'escadron, n'est-ce pas, qui commandait le groupement, et l'escadron était commandé par Villoutré. Je voudrais savoir quand Jourdier est parti. Bon, ben, ça s'est passé plus tard, ça c'est le départ de Jourdier. Là, nous sommes en mai, Oui. n'est-ce pas? Nous sommes en mai 42. Oui. Voici en mai 42, et nous allons nous installer entre, comment dirais-je, au sud de Tobruk, dans un premier temps. Au sud de Tobruk, à peu près à hauteur de Bir Hakeim, n'est-ce pas? Mais en dehors, au sud de Tobruk, donc dans l'est de Bir Hakeim, nous sommes entre la première brigade et la deuxième brigade. Bon. Et alors, les deux GR sont séparés. Il y en a qui sont plus axés vers la région de Tobruk, ou vers un peu le sud, et puis les autres vers Bardia et vers également le sud. Mais tout ça, on le fait avec quoi? Avec des motos pas extraordinaires, et puis des camions. On n'a pas d'automitrailleuse. Et les quelques AM Tanake, avec lesquels qui constituaient le 3e escadron du GRCA, constitué après la campagne de Syrie, n'est-ce pas, à Damas, avec un premier escadron porté, commandé par Villoutré, un deuxième escadron à cheval, commandé par Odo, et un troisième escadron d'automitrailleuses, commandé par Morel de Ville. Il y avait quelques AM qui étaient partis avec de Courcelles, le capitaine de Courcelles et de Kersozon, rejoindre les Britanniques pour voir comment ils travaillaient dans ce qui s'est appelé, du nom du général qui avait inventé, les jock colonnes. C'est les colonnes mobiles, voilà. Comment dirais-je, les ancêtres de nos groupements tactiques, voilà. Pas, qui comprenaient les groupements de plusieurs armes et qui se baladaient dans le désert comme une escale à la mer, n'est-ce pas, avec ses torpilleurs, avec ses croiseurs, avec ses cuirassés, n'est-ce pas, donc c'était l'artillerie, les pièces de 75, qui a épaulé un groupement qui allait voir un petit peu ce qui se passait, c'est une action sur une ligne arrière ennemie, etc. Mais c'était la mer, c'est exactement la vie à la mer, sauf qu'en mer, il y a peu de mouches, et il n'y a pas de sable à croquer sous les dents, n'est-ce pas? Il y a éventuellement des grains de sel, mais le plus embêtant, ce sont les mouches. Et la puanteur des positions tenues par les Italiens ou même par les Allemands. Ils ont une odeur vraiment spéciale que quelquefois je retrouve encore dans les narines. Alors, eh bien, Villoutré va quand même vouloir savoir ce que je vaux, et il me fera faire quelques exercices individuels en moto, avec rapport d'itinéraire, jalonnement, et il veut savoir qui je suis. Qui je suis. Et puis alors, pendant que je serai là, il viendra une note le général de l'Armina, son PC qui se transporte il va commander les forces françaises du Western Desert, n'est-ce pas? Son PC, il va finir par réussir à quitter Beyrouth et avoir son PC au Caire. Et alors, il y a une note viendra, mais au bout de... Enfin, j'ai l'exemplaire, je ne sais pas où qui part. Au bout d'un certain temps, je pense d'ailleurs que c'est après le reflux, oui c'est ça, c'est après le reflux de Bir Hakeim, et vient une note disant que, ah non,
c'est plus tard. C'est plus tard, c'est après El Alamein. C'est après El Alamein, me semble-t-il, oui c'est ça. C'est après El Alamein que vient une note disant que je suis invité, je suis autorisé à porter le galon d'aspirant et invité à faire une demande de changement d'arme et pour en passer dans la cavalerie. Voilà. Venant de Londres. Non, du PC, chez l'Armina. Oui. Transmis par ça descend, ça vient, et donc je suis invité à ça. Premièrement, on m'autorise à porter un galon, et deuxièmement, on me demande de faire un changement d'ordre. Parce qu'entre-temps, compte tenu des délais, Oui. est arrivé mon changement catégoriel. Je suis versé donc dans l'intendance, dans la réserve, et comme attaché, l'intendant je ne sais plus, première, deuxième classe, enfin sous-lieutenant, ce qui correspond à sous-lieutenant. Alors, ma démission était intervenue antérieurement, donc je commence à avoir une situation administrative assez embrouillée. Enfin, bref, la note qui vient du PC de l'Armina me donne une situation sociale acceptable, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça que sur des photographies, là où je suis en train de diriger les opérations d'enlever de changement de moteur d'AM de Marmont-Larrington, là pendant la période après qu'on les ait perçus et que je sois allé à Tell-Kébir pour les percevoir, je suis donc... j'ai pas de galon sur les manches, n'est-ce pas? J'ai pas de galon, mais c'est moi qui commande quand même. Bon. Avec les braves gens, et brigadier gens et l'adjudant Martel. Toujours en short très blanc et en chemise blanche. Quelle que soit la situation, il avait été aussi propriétaire d'un chien-loup magnifique, un beau chien-loup. Enfin, bref, c'est pour répondre à ta question là, sur quand est-ce que le Jourdier va quitter. Oui. Eh bien, nous sommes donc dans cette situation un peu hybride d'être soi-disant des groupements de reconnaissance, mais qui n'a pas d'engin de reconnaissance. Mais nous allons recevoir, il va se passer la contre-attaque de Rommel, n'est-ce pas? Et puis, donc, la résistance d'Irakem. Et puis, la sortie de Birakem. Et alors, nous allons recueillir des gens. Et parmi les gens que nous allons recueillir, parce qu'il y a une espèce de, comme on le dit au Western Dead, il y a un getaway, n'est-ce pas? Getaway, c'est tout le monde s'en va. Oui. Tout le monde s'en va, parce que là-bas, le terrain, la distance n'a pas d'importance, sauf quand il s'agit d'apporter le ravitaillement. Ah, oui. Là-bas, il n'y a pas un territoire, il n'y a pas des populations à défendre, donc c'est la mer. Oui. N'est-ce pas? Donc on peut aller, venir 200 km dans un sens, 400 dans l'autre, ça n'a pratiquement pas d'importance, n'est-ce pas? Apparemment, ça en a, parce que celui qui avance s'éloigne de ses bases, n'est-ce pas? Et celui qui recule se rapproche de ses bases. Alors les inconvénients sont compensés par les avantages, à condition de ne pas se faire trop bousculer. Bon. Et c'est ainsi que je verrai au beau milieu d'une journée, au moment où on est en train de plier bagages pour s'en aller plus loin, c'est-à-dire vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Égypte, n'est-ce pas, le fameux canon Conus. Voilà, c'est ça. En panne. Et ce canon Conus, du nom de son inventeur, a été fait pendant les loisirs, n'est-ce pas, du séjour à Birakem, avant le mois de juin. Alors les loisirs, ça avait constitué justement dans l'esprit de ces jog colonnes, ces sorties, il fallait avoir, là on mettait sur un camion, un Bedford, on montait un GMC, un plateau. Non, on et montait... puis une tourelle de char. Non, on montait un 4075 qui avait ses roues, n'est-ce pas? Et par conséquent, on tirait quelquefois du canon 75, donc il fallait tout de même trouver quelque chose d'un peu plus stable, etc. Il y avait bien dans les règlements de cavalerie antérieurs l'autocanon de cavalerie, dont on avait vu dans la guerre 14-18 des exemples en tir contre avion, mais qui n'avaient pas été réalisés par la suite. Il y a des vieilles photos de la fin de la guerre 14-18 qui montrent un canon 75 anti-aérien monté sur roulette, n'est-ce pas, avec, vous voyez, comme un vent d'autobus
parisien là, de l'époque, Oui. n'est-ce pas? Et puis une plateforme sur laquelle il y avait ce canon là, anti-aérien, ces servantes, etc. J'ai la photo en tête. Et alors peut-être cette photo là, enfin peu importe, mais connue, c'est un de ces chasseurs de Lyon, n'est-ce pas, d'AIF, a eu l'idée de récupérer un 3 tonnes Chevrolet, puisque à l'époque c'était 3 tonnes. GMC plus tard ce sera 2 tonnes et demie, n'est-ce pas, mais capable d'emporter 5. Et donc là, la charge c'était des Ford ou des Chevrolet qui faisaient 3 tonnes, qui étaient faits pour transporter 3 tonnes. Alors il y en avait qui avaient sauté sur les mines, bref, qui étaient donc inutilisables, on pouvait les utiliser à faire autre chose. Alors il avait récupéré un, remis en état, c'est-à-dire roulant et avec son châssis derrière. Il avait été récupéré dans un champ de mine, enfin quelque part, l'embase, le chemin de roulement d'une tourelle de char italien Mark XIII, n'est-ce pas? Et puis là-dessus, qu'il avait posé au-dessus du pont arrière du camion, sur le châssis, au-dessus du pont arrière, pour qu'il soit bien soutenu par les lames de ressort, n'est-ce pas? Les deux ressorts longitudinaux là, qui assuraient la suspension du pont arrière. Et là-dessus, il y avait un canon de 75 qui avait pris un bombe de Stuka, quelque chose, sur la bêche qui était cassée, qui ne pouvait plus servir à terre. Alors, avec un morceau de la tourelle du M13, on a fait un masque, enfin ils avaient fait un masque, et là, dans l'embrasure, on avait collé ce canon de 75, et il n'y avait pas de lunettes, bien entendu, mais il y avait la ligne de foi, la fameuse ligne de foi, c'est-à-dire un repère qui fait une croix, et alors on regarde au-dessus, on regarde à droite et à gauche, et puis c'est comme ça qu'on fait du tir sur but mobile à l'époque. Et cet engin échoue à bout de souffle au GR1 au moment où l'ordre de faire mouvement arrive et il s'agit de filer d'Ardard, alors sur les nuages de sable partout. Et les gens qui l'ont amené là, je ne me souviens plus qui ils étaient, mais ils s'en vont eux aussi. Ils laissent le matériel et ils s'en vont, ils montent dans les camions et puis ça s'en va, tout le monde s'en va. Alors je reste avec le brigadier Gens, qu'on verra sur certaines photos, là, torse nu à côté de moi, en train de surveiller le palan qui est en train de visser un moteur, là, quand Chevillard est à côté, et Martel aussi. Bon, enfin, c'est mon équipe. Et alors, avec Jean, on se dit, ben, on va essayer de remettre en route cet engin. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passait, c'est que le réservoir de ces Chevrolets, réservoir d'essence, n'est-ce pas, de ces Chevrolets, était à l'arrière, après le pont arrière. Et par conséquent, c'est par les tubulures que l'essence était amenée à la pompe qui se trouvait sous le capot du moteur, n'est-ce pas, et à peu près à hauteur du plancher. Non, pas du plancher, du carter. Du carter du moteur, c'est pas du V8, du moteur Ford ou Chevrolet ou du 6 chevaux, du 6 cylindres Chevrolet que l'on a eu à un moment donné. Bon. Alors, bon ben là. Mais puisqu'il n'y avait plus de caisse et qu'on se baladait sur les longerons du châssis pour aller atteindre le canon, etc., en fait, nous avons fini par découvrir que c'était la tuyauterie, un cuivre qui courait tout le long, qui était écrasé en plusieurs endroits. Alors évidemment, la tuyauterie, là, elle n'est pas épaisse. Alors on s'est lancé dans cette opération qui consistait à essayer de lui redonner forme pour que l'essence puisse passer. Alors j'aimerais vous dire que comme travail à faire au moment où ça guette à de tous les bords, n'est-ce pas, et on est dans le sable, la poussière, etc., c'est pas coton. Et puis enfin, on a réussi à le remettre en route, et on a réussi à partir. On se met à partir,
mais à l'amener à bon port, c'est-à-dire en retard par rapport aux autres, bien entendu, mais c'est-à-dire au lieu de rassemblement de l'ensemble des forces françaises qui se trouvaient prises dans ce getaway après la sortie de Bir Hakeim, n'est-ce pas, et sortie de Bir Hakeim qui a retardé donc, comme on le sait, l'avance de Rommel, qui a sauvé en fait la 8e armée d'un enveloppement certain, et par conséquent, eh bien, quand nous sommes arrivés, moi je suis allé de temps en temps à la recherche de mes camarades qui se trouvaient dans les unités, soit de la Légion, soit du BIM, comme Gérard Debois, etc. Et là, et lui qui en était sorti, c'était un bon frère de la première compagnie de chars, n'est-ce pas, du début, Gérard. Et alors, je n'avais qu'une pipe, je lui ai donné ma pipe. Pour reconstituer son pactage, parce qu'il n'avait plus rien. Et c'était ça qui lui manquait le plus à ce moment-là. Voilà. Et alors, le problème a été de sauver cette pièce, n'est-ce pas, ce canon Conus. L'idée étant d'obtenir des Anglais, des Britanniques, qu'ils acceptent de nous donner les moyens d'en faire d'autres. Enfin, d'en faire des vrais. Oui, oui. Et pas ce montage. Alors là, il y a toujours 2 GR. Le GR1 et le GR2. Donc, Jourdier est toujours là, oui. Kersozon est toujours là, Morel-de-Ville est là, Villoutré est là, Trocro est toujours avec Villoutré au premier escadron, n'est-ce pas? Odo n'est pas encore là. Non. Et puis, comment il s'appelle, de Courcelles est avec nous aussi dans cette affaire. Bien. Il y a Kochanowski, enfin, bon, tel qu'on peut nous voir tous sur une photographie qui va être prise je dis quelques semaines, mais en fait non, quelques jours plus tard, à l'est du Caire, oui. où nous avons à je ne sais plus comment, Ben Youssef peut-être. Ben Youssef, oui. peut-être. Ben Youssef. À l'est du Caire, n'est-ce pas? Et sur le terrain de tir, près du terrain d'aviation qui est au nord du Caire, pas à Midié c'est... comment s'appelle le terrain? Enfin, non. Alors, enfin bref, on va faire des démonstrations pour les Britanniques et c'est Ballarin qui va être... N'oubliez pas ma situation curieuse, dans la hiérarchie militaire. Bon, je suis un beau copain pour les gens, je suis chargé de m'occuper du cambouis, n'est-ce pas? Et c'est ça, ma situation. Alors, mais quand même, on m'a amené je suis à la popote des officiers, bien. Mais sur la photo, il y a également des jeunes filles. Hein. Oui, il y a deux... Oh, plus que ça. Enfin, 3 peut-être, mais c'est Sablon, Germaine Sablon, qui est la marraine du régiment, et qui vient pour ça, qui vient nous chanter des chansons, là. C'est ça. Ah oui. Sidi Ben Youssef. Sidi Ben Youssef. Oui, c'est ça. Pas se tromper, parce qu'il y a Sidi Yahya des Aers aussi, mais ça c'est au Maroc. Alors, donc... nous sommes là, il y a le médecin capitaine Brunel, là il y a le lieutenant qui va être tué, qui lui est mon pendant au GR2, lieutenant Collin, et qui donc commande et dirige l'atelier du GR2, et qui sera tué en Tunisie, sautant sur une mine. Dépendant la M du haut. Alors, donc, nous sommes là et Ballarin est chargé de faire les expériences, faire la démonstration auprès des Britanniques, n'est-ce pas, de la
possibilité, de la solidité du montage. Alors, prudent, les Britanniques exigent qu'on mette un cordon de tire-feu et se ramasser dans une tranchée, n'est-ce pas? Alors, donc on tire charge normale de 75, dans le sens longitudinal, ça va tout seul, la tourelle tourne, enfin la tourelle, le tube tourne. Bon, quand on tire par le travers, ça chahute un peu sur les ressorts, mais ça tire, ça bouge pas. Alors il dit, mais maintenant on va essayer, il faudrait essayer avec le ce qu'on appelle supercharge. C'est l'obus de 75 qui était fabriqué aux États-Unis, mais qui était un peu plus fort, plus fort en poudre. Donné en poudre de propulsion une vitesse initiale un peu plus grande. Le 75 normal fait à peu près 500 mètres secondes. Et le supercharge, qu'on appelle supercharge, faisait donc 150 mètres secondes de plus, n'est-ce pas, à peu près. Enfin, autant que mes souvenirs maintenant, sans regarder un bouquin, restituer les chiffres. Enfin, bref, les mesures. On fait donc cet essai qui est considéré par les Britanniques comme concluant. Et le résultat est le suivant. Il dit, bon, ben, très bien, vous pourrez aux ateliers de Tel el-Kébir, qui se trouvent sur la route d'Ismaïlia, faire les montages, mais on vous fournira le châssis, les plaques de blindage pour blinder le conducteur, n'est-ce pas? Et puis, mais vous, il faudra que vous fournissiez les canons, vous les Français, vous fournissez les canons 75. Alors, il y en avait dans les parcs à Beyrouth, au Levant, donc ça, c'était pas tellement un problème, enfin, fallait-il encore aller chercher. Moi, je ne me suis pas occupé de ça, je ne me suis pas occupé du début de la fabrication, puisque je me suis installé, on m'a installé à Tel el-Kébir, n'est-ce pas? Parce qu'en même temps, nous commencions à toucher les Marmont Harrington. Et ces Marmont Harrington, ces automitrailleuses qui étaient en fait des châssis Ford, avec moteur V8, de 90 chevaux. C'était la seule différence, c'était un peu plus fort en chevaux que les moteurs classiques des camions. Et qui recevaient en Afrique du Sud une carapace de blindage qui faisait que l'ensemble pesait 12 à 13 tonnes, n'est-ce pas? Un équipage de 5 hommes, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, 5, 4, 5. Ah, attendez que si je ne réponds pas tout de suite du premier jet, après je ne sais plus. Je ne peux plus affirmer. Bon, bref, avait pour tout armement un fusil Boyce, un fusil anti-char, dont le projectile percé au maximum à 50 mètres, un demi-centimètre de blindage. Alors il commençait vraiment à être temps de s'en servir. Quand il y avait du blindage à 50 mètres. Par contre, le fusil mitrailleur Bren, qui a accompagné, qui était jumelé, est un très bon fusil mitrailleur. Et dans le désert en sable, c'était pas comme nos fabrications françaises, ou la mitrailleuse Revell que nous avions sur les chars Hotchkiss, n'est-ce pas, qui est une mitrailleuse d'avion, faite pour travailler dans l'air pur et pas pour travailler dans le sable. Donc c'est avec le chargeur camembert. Là, bon. Alors, le Bren, par contre, un ennui, c'est qu'il y a une bonne cadence de tir, mais alors les canons chauds, c'est pour ça qu'il y avait toujours 2 canons. Et on pouvait faire pipi sur le canon chaud pour le refroidir, voilà, c'est ça. Et le remettre en place après, changer, parce qu'on avait un canon de rechange. Bon, alors donc, alors il fallait changer cet armement aussi dans notre île, c'est pas pour. Il fallait que nos AM puissent combattre. Alors, par la même occasion, on a essayé de récupérer les canons de 25, et puis, ou bien les canons de 37, ou bien encore des canons de 20 italiens. Alors, on a procédé aux ateliers de Kébir et je ne sais plus, il y a quelque part une lamentation d'Alexandre qui était passé aussi dans ces potons, mais quelques jours, n'est-ce pas? Et donc s'était retrouvé avec on tué comme deuxième classe, etc., comme les Avalans et
et autres Hitler. Hitler, n'est-ce pas? Donc, vraiment parce que comme il fallait qu'on soit prêt très vite, donc j'obligeais les gens, notamment à la peinture, et c'est ce dont se plaint Alexandre Blaise, d'avoir tourné de l'œil, évacué parce qu'il est resté trop longtemps Dans les vapeurs les vapeurs de peinture, n'est-ce pas? Pauvre Blaise. Enfin, ça n'a pas empêché de bien mener sa barque. Mais enfin, voilà, on était jeunes et puis moi je voulais que ça marche, n'est-ce pas? Eux aussi d'ailleurs. Mais j'étais peut-être un peu exigeant, c'était vrai. Et alors il fallait qu'on soit prêt. Et alors la réponse à la question, les deux GR vont déménager. Donc on a passé quelque temps là à Youssef, là, et puis on s'en va de l'autre côté du Caire à Menacamp. Et c'est là que nous allons amener les automitrailleuses transformées et où viendront nous rejoindre les premiers autocanons que l'on va fabriquer, parce qu'on va fabriquer un troisième escadron. Chaque escadron d'automitrailleuses a touché 25 automitrailleuses Marmon Harrington, n'est-ce pas? Et on fera petit à petit 14 autocanons. Mais en fait, les premiers engagements des autocanons, ils ne seront que 4. N'est-ce pas? Et c'est le futur troisième escadron qui sera formé avec des prélèvements sur le premier en bonshommes et en AM. Oui. N'est-ce pas? Du premier et du deuxième, et dont le commandement sera donné au capitaine de Courcelles, Geoffroy de Courcelles, dont j'ai fait la connaissance, que je connais depuis ma première entrevue, le premier entretien à Londres, à l'hôtel de Metz, en Angleterre, que j'ai revu après parce que deuxième rencontre, je ne parle pas des rencontres sous les armes, etc., mais deuxième rencontre en tête-à-tête et avec le général, ça s'est passé à Douala, au Cameroun. Mais bon, parce que la suite dans les idées, et puis troisième rencontre, ça s'est passé à Brazzaville, la quatrième rencontre à Brazzaville encore, enfin, bien. Ça, on examinera ça un peu plus en détail, peut-être, dans les rapports avec le général de Gaulle. Et les minutes que je lui ai volées. Oui, quart d'heure. Même trois derniers quarts d'heure. Et ça sera plus tard. Alors, quand j'étais à Tel el-Kébir, un jour, je vois passer, je reçois la vie, enfin, viennent à moi 2 chefs d'escadron, portant calo rouge, ouais, et ayant, puisque ça c'est Bob de Kersauzon qui nous avait ramené cette mode, c'est les pompons rouges, c'est sa main, n'est-ce pas? Alors le pompon rouge, puisque on avait les chaussettes des bas hautes, donc il fallait tenir, alors il y avait les pompons sur les chaussettes, les pattes d'épaule étaient sur fond rouge, le calot était rouge, le foulard était à carreaux blancs et rouges, n'est-ce pas? Et puisqu'on ne pouvait pas quand même porter de gilet rouge, c'était trop chaud, et le chasse-mouche était rouge, n'est-ce pas? Alors je vois arriver l'objet, dont l'un d'ailleurs a un visage très rouge. Alors j'apprends ainsi qu'il s'agit du commandant Rémy et du commandant Roumianzov. Et qui me disent à ce moment-là qu'il doit prendre le commandement du régiment qui est à reformer. Mais enfin, que pour le moment, et que le commandant Roumianzov sera le commandant en second. Et il me demande ce qu'on fait, etc. Donc je lui parle technique, je lui demande un peu qui je suis. Bon. Bien, ça s'arrête là. Mais donc je sais que on va faire... Nous sommes au mois de juillet.
Mais c'était pas pour ça que le Mianzov était rouge. Non, Romanov n'était pas rouge pour ça. Il venait de la Légion étrangère. Et donc, enfin en tout cas, il est arrivé chez nous. Mais il y avait toujours 2 GR. Alors, ils s'évanouissent dans la nature, au Caire, quelque part. Enfin. Et puis il y a toujours 2 GR. Et puis il y a une transformation. Il s'agit de former une colonne volante, type Joc-colonne, par conséquent avec des automitrailleuses, avec la compagnie de chars De Divry. de Divry, puisque Volvet a eu la jambe démolie pendant la campagne de Syrie. Alors c'est Divry qui commande la compagnie de chars. Et pendant que nous étions là, eux, ils nous ont perçu Marmorington, eux sont allés percevoir des chars Crusader. Bon, alors ils ont ces chars Crusader qui sont des chars très rapides, de très bonne suspension, vraiment des espèces de Rolls-Royce, là, circuler dans le désert, mais comme armement, c'est un two-pounder, c'est-à-dire un canon qui vaut pas beaucoup plus cher que notre 37 français, un canon de 2 livres. 2 livres, c'est pas du projectile, les Anglais comme ça. Et donc, des éléments d'infanterie doivent nous être adjoints, des éléments de défense contre avion antiaérien doivent nous être adjoints, et c'est comme ça que pendant un certain temps, nous aurons, alors de l'autre côté, à Ménard, n'est-ce pas, et c'est là où le général de Gaulle et le général Catroux viendront nous passer en vue, et il y a un colonel qui vient de l'infanterie coloniale d'ailleurs, qui doit prendre le commandement de l'ensemble. Et il se trouve que le colonel, c'est le colonel de Roux, sauf l'erreur de ma part. Et il se trouve que d'une liaison entre Beyrouth, par avion, entre Beyrouth et le Caire, il va avoir un accident, il va se tuer dans un accident d'avion. Et par conséquent, ça repose le problème. La poste est libre. Parce que à qui donner le commandement à Jourdi ou à Kersozo. Oui. Donc, si c'était des choses séparées, agissant dans un cadre plus grand, avec un full colonel, comme diraient les Britanniques, n'est-ce pas, pour commander l'ensemble, c'est-à-dire la colonne volante, il n'y avait donc pas de problème, apparemment. Mais la mort de Roux bouleverse un peu les prévisions. Bouleverse les prévisions et notre situation est revue. Alors, après ce 15 août, le GR2, c'est-à-dire Kersozon et Morel-de-Ville, sont envoyés du côté de l'Alamène, enfin dans le nord, n'est-ce pas, nous sommes au Caire, du côté de l'Alamène, pour aller d'abord garder les terrains d'aviation au plus près de la ligne de feu, et puis ils vont se déplacer dans ce secteur-là, tandis que le GR1, c'est-à-dire Jourdier, pas encore trop Krupp, parce que... Mais il les a rejoints après, effectivement. Non, il est là, mais c'est pas lui qui commande. Oui. C'est toujours Viloutré, n'est-ce pas? Nous sommes envoyés dans le sud ouest du Caire pour aller du côté du camp d'aviation de Ménard, n'est-ce pas? Donc plus de Faya, de Faya, et c'est-à-dire garder la sortie d'une piste qui traverse la dépression de Katara et qui aboutit dans ce secteur-là, qui passe par Bir Sultan, où on vient, et c'est un coin par où éventuellement on peut s'infiltrer au Caire en tournant les défenses qui se trouvent sur la bande côtière. Alors nous sommes envoyés là, d'ailleurs nous serons strafés par des chasseurs allemands, des Messerschmitt.
Alors les autres sont un peu en contrebas. Moi, avec mon atelier, je suis sur le haut du plateau, là. Et pourquoi? Parce que pour être près de la piste, un espace dur sur laquelle on peut faire circuler, faire des essais, etc. Et que c'est là où je vais petit à petit reviser tout le moteur et puis surtout me lancer dans une opération qui consiste, parce qu'on a tout le temps, et Boulon et Tokyo, ce sont la marmot Harrington a un ressort, un ressort perpendiculaire au longeron. Non, je dis une bêtise. Ça, c'est la voiture de Rémi. Ils ont des ressorts qui sont bien saisis dans les mains de ressort sur les longerons, n'est-ce pas? Et ces ressorts sont assemblés par un boulon, le boulon Tokyo, n'est-ce pas? Et ce boulon a peut-être 1 centimètre, oui, 10 mm ou 12 mm de diamètre. Et comme je vous l'ai dit, ces AM, et surtout avec la surcharge qu'on leur a donnée, qui pose d'ailleurs un problème, parce que comme il n'y avait qu'une fusil Boyce et un Bren dans la tourelle, sa manipulation par frottement, s'il n'y a pas d'engrenage, c'était par friction, n'est-ce pas, que se fait qu'on manipulait la tourelle. Mais avec le ballon que peut donner un canon 25 ou un canon 37, qui sont tout de même plus lourds qu'un fusil Boyce, ça posait des problèmes. Bien. Mais alors l'autre problème était posé par le fait que si ça passait dans les chaos un peu trop durs, c'était des AM qui finalement n'avaient pas tellement tout terrain. Je sais pas, quand elles étaient lourdes et chargées telles qu'elles l'étaient chez nous. Parce qu'une munition de 25 pèse plus lourd qu'une munition de fusil Boyce, pas qui est une grande cartouche, longue de 15 cm à peu près, oui. Même pas. Alors, ces boulons et Tokyo, c'est les casses. Alors il faut changer les lames, il faut démonter les ressorts, etc., faire tout un travail. Bref, j'ai fait beaucoup de mécanique. Et il fallait trouver des astuces, trouver des trucs, créer des... J'aurais dû prendre des brevets. Hein. Bon, enfin, passons, c'est le temps vraiment de la débrouillardise, mais alors de la grande débrouillardise. Et d'ailleurs, les Britanniques ne s'y tromperont pas, ils vont m'appeler le chiffonnier du désert. Et puis, pour me distinguer, parce que j'ai un nom difficile à prononcer, et pour me distinguer des autres dans la 8e armée, je vais laisser pousser un boulier de barbe. Alors ce sera le Free French Barbie. Ça sera plus simple, parce que je vais aller de workshop en workshop, je vais aller partout pour chercher des pièces de rechange, je vais faire des kilomètres et des kilomètres, dans tous les sens, la nuit bien entendu, puisque le jour il faut travailler, surveiller les gens et travailler avec eux. Donc je vais faire ça, je vais apprendre les astuces, et par conséquent je me remplirai, quand je serai en face d'un workshop que je découvrirai sur une piste quelconque avec un numéro, je ferai un beau papier que je remplirai, comme il se trouve que ma signature ressemble beaucoup à celle du colonel. Donc, c'est qui me jouera un tour d'ailleurs, à un moment donné, dans mes rapports avec Morel de Ville. Il a recommandé à l'atelier numéro tant de bien vouloir bien accueillir, sous ça en anglais, n'est-ce pas, d'accueillir le technical, le Westgren, n'est-ce pas, pour lui fournir telle et telle sorte de pièce. Alors je présentais mon papier, et les gens disaient, ils n'ont pas d'ordre. Je dis, ben moi j'ai cet ordre-là, n'est-ce pas? Alors, bon, mais alors le magasinier britannique est très différent du magasinier français. Le gars de magasin français, lui, il faut que son magasin soit plein. Donc il ne laisse pas partir les pièces. Elle dit, ah non, j'en ai que 5, je ne peux pas, ça ici, d'autres viennent m'en demander, donc il garde tout. Alors le Britannique, vous présentez, il a que 3 pièces, vous lui en demandez 5, il dit, flûte, où est-ce que je vais trouver les 2 autres? Voilà. Alors il dit, je ne peux pas, je vous donne les 3, mais les 2 autres, je ne peux pas. Alors peut-être qu'en vous adressant à tel endroit, ah bon, je dis, vous pouvez marquer ça dessus. Alors boum, hop, ça faisait un autre saut de puce pour aller trouver. Enfin, c'était bien vivant tout ça.
Et par conséquent, on va sentir quand même des petits mouvements. Enfin, il y a toujours les deux GR, on sent, il y a Jourdier qui doit partir, il y a Villoutré qui ne restera pas sans Jourdier, qui partira avec lui ou pas. Il y a Trocro donc qui va prendre le commandement, mais un ordre arrive du PC de l'Armina disant mettez en route l'aspirant, il me donne de l'aspirant, le Boisguen, sur le GR2 pour remplacer le lieutenant Gudin du Pavillon, Gudin du Pavillon, qui était adjoint à Kersozon. Oui, et qui était sur la photo du reste. Et qui est souffrant. Je ne pense pas qu'il doit être évacué. Mettez en route le Boisguen. Alors les autres râlent, n'est-ce pas? Je reviens du Caire, et je dis ben, il me faut un véhicule pour me conduire. Alors c'est comme ça, c'est dans cet appareil, c'est-à-dire conduit par Chevillard, on a touché il n'y a pas longtemps des Ford 6 cylindres, des camions Ford 6 cylindres, qui font à peu près, pas tout à fait, 1800 kg. Alors qui sur les routes asphaltées filent, mais qui pour aller dans le sable, zéro. Hein, il n'y a pas de pont, il n'y en a qu'un. Voilà. Ce sont des roues jumelées. Alors, mais ça marche bien. Et alors me voici parti à la recherche du gars. Mais alors avant, je dois donc passer. Je dois donc passer au PC de l'Armina pour avoir la confirmation d'un ordre, n'est-ce pas? Et donc je passe au Caire. Et je passe au Caire pour avoir les confirmations et puis faire une acquisition. Et l'acquisition, ça consiste à m'acheter une montre. Parce que je n'ai pas de bonne montre. Ma montre m'a cédé et il ne faut pas que je sois en panne de montre. Alors je vais acheter une montre et j'achète une pipe, puisque en principe, chaque élément important de ma vie est marqué par l'achat d'une pipe. J'achète donc une pipe, j'achète ma montre et, puisque j'achète une montre neuve, on me donne une carte de garantie que je mets dans ma poche. Et ça a son importance pour la suite des événements. Ceci étant, en règle avec les autorités, en règle avec l'escadron qui a bien voulu me prêter Chevillard comme conducteur, mon ordonnance Ali Ben Hassan pour m'accompagner et un Ford 6 cylindres, me voici parti à la recherche du GR2 qui doit être quelque part sur les lignes. En fait, nous sommes à la veille de la bataille de l'Alamène et je vais arriver pour le début du feu d'artifice de le soir, le 23 donc octobre 1942. Bon, on stoppe là.